Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue au troisième cours de notre séquence sur les présences africaines dans les musées d'Europe. Aujourd'hui, le cours s'intitule « Avant Berlin ». Je rappelle très rapidement ce qui nous a occupé la semaine dernière pour ceux qui auraient raté ce fil-là, et puis nous enchaînons directement. La semaine dernière, le cours était intitulé « Premiers objets », et il a été question, à partir d'une carte française de Pierre de Sellier du milieu du XVIe siècle, de voir d'une part quelle représentation les Européens avaient de l'Afrique au milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire une représentation très précise sur les côtes et beaucoup moins précise ou pratiquement nulle sur l'intérieur du continent, d'une part, et d'autre part, nous avons essayé de voir comment, au moment où en Europe les cabinets de curiosité, les cabinets des merveilles s'épanouissent, se développent, comment cette connaissance des côtes de l'Afrique était venue enrichir les cultures matérielles de ces cabinets de curiosité et de merveilles. Vous voyez ici l'inventaire du cabinet de curiosité de Munich, et nous avons fait connaissance avec un certain type d'objets, en ivoire notamment, les ivoires dits sapi portugais ou béni portugais, qui étaient très prisés dans les cours des riches souverains d'Europe qui collectionnaient ce type d'objets pour leur collection de curiosités, mais encore des textiles précieux, notamment venus du royaume du Congo, ou des objets du quotidien qui étaient à l'époque, donc au XVIe siècle, très appréciés pour leur virtuosité, pour la dextérité, pour la qualité, pour la richesse de leurs factures. Et les inventaires de l'époque sont pleins d'admiration pour ces pièces venues d'Afrique, qu'on ne considère pas spécialement comme des pièces venues d'Afrique, qui parfois sont nommées des pièces turques ou indiennes. L'origine ne compte pas, ce qui compte, c'est leur qualité pratique et technique à l'époque. C'était autour de 1650, où nous nous sommes arrêtés autour de 1650, à l'époque où ces cabinets des merveilles, à cause d'une évolution de l'histoire des collections en Europe, à cause de crises, de guerres, vont disparaître. Et maintenant, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un grand bond chronologique entre ce milieu du XVIIe siècle et ce que j'appelle donc avant Berlin. Avant Berlin, comme je l'avais déjà évoqué lors de la séance d'ouverture, avant Berlin veut dire avant la conférence de Berlin. Vous savez que dans de larges parties du monde, ce Berlin, c'est un peu comme pour nous, Européens, le terme de Yalta. C'est d'abord le nom d'une ville, mais c'est aussi le nom de cette conférence de 1884-1885, à l'occasion de laquelle, à Berlin, les puissances européennes ont créé les conditions du partage de l'Afrique. Et vous voyez cette caricature bien célèbre de Bismarck coupant l'Afrique comme un gâteau. On y reviendra la semaine prochaine. Ce qui nous occupe maintenant, c'est le grand bond entre les années 1650 et ce milieu du XIXe siècle, ces années 1870. Les ouvrages sur lesquels je m'appuie aujourd'hui pour travailler et pour présenter ce long siècle avec vous sont très nombreux. J'en montre simplement quelques-uns ici, d'Olivier Grenouillot, Quand les Européens découvraient l'Afrique intérieure, paru en 2017. À gauche, à droite, sous la direction de Pierre Singaravelou, L'Empire des géographes, géographie, exploration et colonisation, 19e, 20e siècle, mais aussi un ouvrage beaucoup plus ancien de 1985 en allemand, une monographie sur les voyageurs allemands en Afrique au XIXe siècle, et c'est une étude d'histoire sociale extrêmement intéressante. J'ai utilisé aussi un article de 1995, un article de référence sur les biens échangés entre les Européens et les souverains africains ou les commerçants africains au XIXe siècle et au XVIIIe siècle, notamment dans le cadre du commerce des esclaves. Et le challenge, en fait, dans tout ce cours, c'est de mettre en lien la très riche littérature sur l'exploration de l'Afrique. Là, ce sont quelques titres seulement, mais il existe une bibliothèque considérable. De mettre en lien ceci, qui est bien connu, avec l'histoire des collections, avec l'histoire des musées. Et pour cela, l'exposition qui a eu lieu en 2017 au musée du Quai Branly, L'Afrique des routes, histoire de la circulation des hommes, des richesses et des idées à travers le continent africain, peut nous aider beaucoup. Exposition de Gaël Beaujean et de Catherine Kokri-Vidrovitch. Alors on commence. Comme toujours, en 3 volets. Le premier s'intitulera aujourd'hui « Échange », le second
le consentement. Et le troisième, c'est une citation Artes Africanae. Et puis nous commençons par le document du jour, par l'objet du jour que vous avez vu tout à l'heure déjà, qui est une carte d'échantillon du début du XXe siècle, d'une des plus anciennes manufactures de perles de Venise, perles qui étaient destinées à l'exportation vers l'Afrique. Et ces perles, dont on entend souvent parler dans l'imaginaire populaire, oui, enfin l'idée selon laquelle les Européens auraient acheté toutes ces richesses contre des perles, contre de la pacotille, contre de la verroterie, ces perles sont bien plus que ça, bien davantage, elles sont une véritable monnaie d'échange, elles ont été produites pour l'Afrique, pour l'exportation vers l'Afrique notamment, pas seulement, et elles ont joué un rôle considérable, comme on le verra aujourd'hui, aussi dans l'acquisition de pièces qui sont aujourd'hui dans nos musées. Ici, il s'agit d'une carte d'échantillon dessinée, mais il existe dans les musées, dans les collections aujourd'hui, de véritables cartes d'échantillon de ce genre. On y reviendra. Premier volet, échange. Alors on reprend le fil autour de 1650 et puis on va traverser le temps là en 1 heure, autant que possible, pour arriver à la veille de la conférence de Berlin. Rappelez-vous, nous avions évoqué la semaine dernière cette description de l'Afrique de Olfert d'Aper, description de l'Afrique parue en 1668 en néerlandais, mais très vite aussi en français, quelques années plus tard, description de l'Afrique qui montrait, qui était une compilation de toutes les connaissances connues sur l'Afrique, donc principalement sur les côtes africaines, et une description qui accorde une place considérable à la question du commerce, du négoce, des échanges, de ce qu'il appelle dans la traduction le trafic, entre les puissances européennes qui cherchent à tirer du profit de leur présence sur les côtes africaines et les royaumes africains qui eux-mêmes s'engagent dans ce négoce, dans ce trafic, entre guillemets. Si on feuillette cet ouvrage, la description de l'Afrique d'Aper, on trouve à de nombreuses reprises dans la rubrique commerce, et vous voyez que toujours ici, en marge, apparaît cette rubrique en fonction des régions décrites par d'Aper. Souvent, on trouve donc dans cet ouvrage des listes de marchandises, de pièces, de valeurs qu'apportent les Européens en échange de ce qu'ils acquièrent. On peut en lire une pour se donner une idée. Ici, les Hollandais trafiquent beaucoup sur la rivière du Sierra Leone. Les marchandises qu'ils y portent sont des barres de fer, des toiles, des bassins, des pots de terre, des boutons, des perles artificielles de diverses sortes, les voilà nos perles, des médailles de cuivre, des bracelets, des pendants d'oreilles, des petites haches, des couteaux de matelot, des collets fins, des dentelles grossières, du cristal, des indiennes rouges teintes grossièrement, du vin d'Espagne, de l'huile d'olive, de l'eau de vie, de toutes sortes de grands coraux, des sarges grossières étroites, des rouleaux de bandes et de ceintures travaillées en soie que les femmes nègres portent autour des reins. On le voit, c'est un grand éventail d'objets de consommation courante, du tissu, des bassins en cuivre, c'est-à-dire des casseroles, en fait, des bassines, mais aussi nos perles qu'on voit ici. Et dans ce texte, d'Aper explique ce que les Européens, donc principalement les Hollandais et les Portugais à cette époque-là, les Britanniques et les Français également, dans quelques régions un peu différentes de celles qu'on décrit à l'instant, d'Aper nous décrit ce que les Hollandais ou les Européens prennent en échange. Alors on voit ici, par exemple, les Hollandais prennent en échange des pots, de l'ivoire, de l'or et d'autres marchandises du pays. En fait, toutes ces marchandises manufacturées, ces tissus qui arrivent d'Europe, parfois en arrivant des Indes d'ailleurs, qui arrivent d'Europe, vont être échangés principalement au XVIe, XVIIe siècle contre de l'or, de l'ivoire et ces marchandises du pays qui étaient peut-être, à la génération précédente, nos précieux objets qui ont fini dans les cabinets des merveilles. À d'autres endroits, néanmoins, on voit que les marchandises prises par les Européens en échange de ces tissus, de ces draps et de ces pièces en métal sont parfois des esclaves. Et je vous lis ici un petit paragraphe qui est représentatif de l'ensemble de l'ouvrage. Le village de Kabamba fournit beaucoup d'esclaves et ceux de Massigan et d'Ambako encore plus. Quand les nègres qui demeurent au-dessus d'Mbako ont besoin de quelque chose, ils viennent à Massigan trouver les Portugais et leur amènent des esclaves pour avoir de leurs marchandises. Celles dont les Portugais et les Hollandais y trafiquent le plus sont, et à nouveau, une grande liste. On voit bien ici que, donc, au-delà de l'or et de l'ivoire, les êtres humains
des êtres humains capturés pour les besoins des Portugais dans un premier temps, puis des autres Européens, vont faire partie de ce système d'échange qui, comme vous le savez, se met réellement en place. Vous voyez ici le nombre de personnes capturées et envoyées en esclaves aux États-Unis par année, et on voit bien que la pointe ou le boom de ce qu'on appelle la traite négrière, de ce commerce d'êtres humains entre les Européens, les rois africains et les colonies, notamment d'Amérique, le boom commence, ou l'augmentation du nombre d'esclaves ou de personnes esclavagisées envoyées en Amérique commence à augmenter au milieu du XVIIe siècle ici, et on atteint un pic autour de 1830, ensuite on redescend, et la période qui nous intéresse ici va jusqu'à 1884 à peu près, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XIXe siècle. Cette période-là, c'est la période terrible de ce qu'on a appelé, donc de ce qu'on appelle le commerce triangulaire, le fait que les industries européennes, pour se développer, exploitent une tradition qui existait déjà sur le continent africain, la tradition de l'esclavage, mais l'a fait bondir à un rythme industriel. Alors pourquoi je vous raconte ça ici? Qu'est-ce que ça a à voir avec les beautés dans nos musées? On le verra. En tout cas, pendant cette période marquée en rouge sur ce graphique, c'est une période d'extrême richesse en Europe où le collectionnisme se transforme considérablement. On a vu, on l'a dit, que les cabinets de curiosité, les cabinets de merveilles disparaissent, ne sont plus vraiment à la mode. C'est dû notamment à la guerre de 30 ans qui les a démantelés en partie, puis à la guerre de 7 ans. Et à la place s'instaurent ou se développent, se déploient les grandes collections de tableaux, notamment, je vous montre ici la galerie de l'archiduc Léopold Guillaume d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas, sa galerie autour de 1650, telle qu'elle était réunie à Bruxelles et telle qu'elle est aujourd'hui visible en partie à Vienne. Donc des grandes collections dynastiques de tableaux se mettent en place, de grandes collections d'antiquités. Vous voyez ici la collection de sculptures de Charles Townley, donc une très belle, fine aquarelle de cette collection dans sa maison privée, cette collection qui sera acquise par le British Museum en 1805, donc des collections de tableaux, des collections d'antiquités, des collections d'histoire naturelle se mettent en place aussi dans cette période, dans ce qu'on appelle aussi le siècle des Lumières en langue française. Ici, vous voyez une vue du musée Lévérian, ouvert à la fin du XVIIIe siècle à Londres et qui réunissait des collections d'histoire naturelle. Donc non seulement le choix des objets qu'on collectionne change pendant cette période des Lumières, les collections de tableaux, strictement de tableaux ou strictement d'antiques ou strictement d'histoire naturelle se mettent en place, les collections se divisent, l'idée qu'on mêle l'histoire naturelle et l'histoire de l'art ne fonctionne plus, c'est le moment de la première division des collections. Et à cette époque-là, certes, arrivent quelques objets non européens dans les collections, comme les richesses trouvées ou rapportées par le capitaine Cook autour de ses voyages dans le Pacifique. Vous en voyez quelques-unes ici, et vous les avez vues se diriger dans ce bâtiment en arrière-plan qui est le musée Das Museum, le musée universitaire de Göttingen. Donc les pièces extra-européennes qu'on voit arriver au fin du XVIIe, XVIIIe siècle en Europe, souvent vont dans des collections universitaires et ne vont plus dans les collections princières, dans ces collections de merveilles qui ont eu tendance à disparaître. On trouve aussi, donc non seulement une grande vague d'arrivée de pièces venues donc avec les voyages d'exploration dans le Pacifique de Cook, mais encore, vous voyez ici un manteau d'un chaman de Sibérie qui se trouve aussi, qui est aussi légué aux collections de Göttingen, par exemple, au XVIIIe siècle. Donc, le monde extra-européen fait son entrée dans les musées européens, oui, de manière plus large qu'autrefois, mais il le fait dans un certain type de musées, et principalement ces musées universitaires, et l'Afrique reste hors jeu. On ne trouve pratiquement aucune pièce venue d'Afrique au sud du Sahara dans les inventaires de ce type de collection à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Et même autour de 1850,
on ne trouve pas ou on trouve très peu de pièces d'Afrique venues d'Afrique dans ses collections. En 1850, un missionnaire, Hermann Haller, que vous connaissez peut-être parce qu'il est l'un des théoriciens ou des premiers inventeurs de la photographie, qui a écrit des textes extrêmement importants sur la photographie et qui avait vécu longtemps dans l'actuel Ghana, lui-même sur la Côte d'Or, écrit un texte où tient une conférence à Berlin, une des nombreuses conférences de cette époque contre la traite négrière, contre l'esclavagisme. Et ce texte est extrêmement intéressant parce qu'il montre comment la traite des personnes, la traite des êtres humains, a une influence sur le travail des scientifiques européens et sur le travail même des collectionneurs. Il s'agit donc d'une conférence à une Vortrag qu'il a tenue en 1850 avec le titre « La vie des nègres de l'Afrique de l'Ouest mit Rücksicht auf den Sklavenhandel », mise en rapport avec le commerce des esclaves. Et il écrit dans ce texte très offensif, très anti-esclavagiste, « L'Afrique est fermement verrouillée, car les différents peuples vivent en guerre constante les uns contre les autres à cause des esclaves à acquérir. Et la méfiance s'est installée, ce qui rend difficile, voire impossible, pour le savant, d'enquêter sur les mystères qui flottent depuis plus de 3000 ans sur ce continent. L'ennemi mutuel a implanté chez le nègre, qui par nature est très en accord avec les siens, une telle peur et une telle suspicion mutuelle que les rapports des différents peuples, africains donc entre eux, sont complètement inhibés et, le cas échéant, si limités et si restreints qu'ils cessent effectivement d'être des rapports. Donc d'une part ici, cet observateur de terrain, ce missionnaire de la mission de Bâle, d'origine allemande, nous dit tout ce qui était circulation des savoirs, circulation des marchandises, circulation des êtres humains autour de cette côte africaine ou en Afrique de l'Ouest, autrefois, avant la capture d'esclaves, tout ça s'est arrêté parce que les peuples ont peur entre eux, d'une part, et d'autre part, de cette crainte qui sépare déjà les différents peuples entre eux, nous explique-t-il, on peut déduire la difficulté presque insurmontable rencontrée sans cesse par le voyageur, dont les buts ne peuvent être clairement expliqués à ces peuples qui, par conséquent, soit entravent son chemin, soit le rendent plus difficile, soit même, si une imprudence de sa part ou une malheureuse coïncidence se présente, se prémunissent contre ses prétendues mauvaises intentions en le rendant inoffensif, c'est-à-dire en le tuant. Mais l'époque moderne a déjà fait beaucoup de choses pour mettre un terme à ce commerce contre nature qui ruine toute l'Afrique et par là même pour transformer les conditions sociales de ce continent. Donc dans ce texte, ici, et c'est ce qui m'a intéressé particulièrement, Haller parle du point de vue d'un savant, d'un scientifique, de quelqu'un qui voudrait explorer l'Afrique peut-être pour des bonnes raisons, entre guillemets, et qui nous explique que c'est pratiquement impossible, qu'on court des dangers considérables quand on est un visiteur, un explorateur en quelque sorte, même si on vient avec de bonnes intentions, parce que la suspicion est si grande qu'on risque sa vie. Et il le dit en 1850. Jusqu'à ce moment-là, en effet, et on y reviendra, l'Afrique de l'intérieur du continent est toujours très mal connue des Européens. Néanmoins, quelques objets, quelques pièces, quelques éléments de collection arrivent, et ils sont des exceptions dans les collections européennes. Je voudrais montrer simplement deux exemples d'exceptions, et il faut imaginer que les pièces qui arrivent à ce moment-là d'Afrique sont très peu nombreuses et que souvent c'est en retravaillant sur les inventaires qu'on les retrouve. Ce n'est pas des arrivées de milliers de pièces qui arriveraient dans des cargos en Europe, pas du tout. Les deux exemples que je voudrais évoquer sont celui de la collection de Thomas Bowditch, un Britannique des années 1800 d'une part, et d'autre part, je voudrais faire mention d'une référence donnée autour de 1830 par Johann Gottfried Schadow, qui est un sculpteur allemand célèbre. Il est célèbre notamment pour avoir designé et réalisé le quadrige de la porte de Brandebourg à Berlin. Ces 4 chevaux avec la déesse qui les conduit. Alors d'abord, Bowditch Thomas. Il a vécu autour de 1800, il est né en 1791 et par l'intermédiaire de son oncle, il a été envoyé en mission autour de 1818 au royaume Ashanti, c'est-à-dire dans la capitale, dans la légendaire capitale du roi des je ne sais pas comment on dit en français, Ashanti en allemand en tout cas et en anglais. Et il est revenu de cette mission en publiant un extraordinaire rapport de mission illustré, sa mission donc
en pays Ashanti, où vous voyez ici des illustrations très précises. Ici, il s'agit d'un grand dépliant à la fin de la publication. Vous voyez une fête annuelle menée chez le roi d'Ashanti, avec, ce qui est intéressant ici, le mélange entre ces grands parasols très typiques de ces cérémonies et de cette culture dans l'actuel Ghana, et par ailleurs ici des drapeaux britanniques, danois et des Pays-Bas qui montrent que la mission dans laquelle était engagé ce Bowditch était une mission avant tout diplomatique. Il s'agit déjà de poser ses pieds sur le terrain colonial. D'autres illustrations sur le terrain africain de la part des Européens pour des raisons précoloniales, si on veut. D'autres illustrations de cet ouvrage nous montrent l'intérieur de cette capitale de Kumasi, donc ici un coin du palace et autres. De cette mission, Bowditch a rapporté quelques objets, très peu, une dizaine, une douzaine, peut-être 2 douzaines d'objets qui sont aujourd'hui au British Museum, et je vous en montre 5 parce ils sont manifestement les 5 objets les plus anciens exemples d'orfèvrerie Ashanti au British Museum. Il s'agit de 2 pendentifs circulaires en or et de minuscules perles de toutes petites réductions qui représentent une cloche, un instrument de musique, ici une harpe, et un tambour, avec des petits anneaux ici, donc, qui étaient manifestement destinés à être enfilés comme des perles, si on veut, sur des colliers. Je vous montre de plus près. Donc, ces 5 pièces ont été, d'après les chercheurs, les experts de ces questions, ont été en fait données par le roi Ashanti, Osei Tutu Kwame Asibe Bonsu, à ce Britannique pour qu'il les rapporte au musée à Londres. Et on considère donc qu'il s'agit des tout premiers exemples en fait en Europe d'orfèvrerie, de cette très riche orfèvrerie du royaume d'Ashanti, dont on reparlera quand on évoquera les conflits militaires et les spoliations ou les pillages militaires dans 2 semaines. Donc voilà ce disque, le premier et le second. Mais il s'agit d'une exception. Ce type de pièce arrive très très peu au début du XIXe siècle dans les collections. Ce qui arrive dans les collections, et qui commence à arriver, et là je vous préviens, ce n'est pas drôle, nous est indiqué aussi par Johann Gottfried Schadow, donc, que vous voyez ici posant avec son appareil ici de sculpteur qui permet de reproduire des mesures, de mesurer un appareil de mesure. Schadow, pendant toute sa vie professionnelle, de son tout jeune âge à presque à sa mort, a collectionné des portraits de personnes pour les mesurer et pour écrire, pour composer ce qu'il appelle une physionomie nationale, qui a été publiée finalement en 1835, vers la fin de sa vie, donc à Berlin, mais aussi en français, donc en allemand et en français. Elle a été très diffusée à Paris dans les écoles d'art notamment. Physionomie nationale ou observation sur la différence des traits du visage et sur la conformation de la tête de l'homme, enrichie de planches synoptiques. Et dans cet ouvrage, à la planche numéro 8, Schadow évoque la chose suivante. Le musée royal de Berlin reçut en 1833 de Baïa 13 têtes ayant encore la peau et les cheveux. Elles avaient été achetées sur les lieux par un commissaire qui les avait fait mettre dans l'esprit de vin et les avait envoyées à Berlin, où elles arrivèrent très bien conservées. Une émeute de nègres avait eu lieu, et hommes, femmes et enfants avaient été tués par la mitraille. En même temps furent envoyés encore 9 crânes. Les têtes m'ont paru si propres à jeter du jour sur la conformation du crâne de la race à laquelle elles appartiennent, et qui est répandue dans beaucoup de pays, que j'ai jugé à propos de leur assigner une place sur ces planches, malgré le dessein que j'avais de ne plus revenir sur elles. Déjà avant 1833, il y avait au musée royal de Berlin un crâne d'une négresse appelée également Cabinda, que nous avons placé dans la 3e rangée, sous la première, etc. Vous voyez qu'ici, on est dans les premiers moments de ces études de physionomie qui vont devenir, dans les générations qui suivent, la base du racisme dont nous souffrons, enfin des études sur la race, puis du racisme dont nous souffrons aujourd'hui encore. Et si on regarde les planches donc de cet ouvrage, on voit bien ici, en haut, ces têtes donc arrivées, j'allais dire arrivées vivantes, donc ces têtes de personnes arrivées dans de l'esprit de vin, comme il dit, donc dans des bocaux en fait,
Et il est indiqué ici qu'il s'agit de Sechsköpfe im Königlichen Museum zu Berlin 1833 aus Bayer. Donc on voit que ce musée royal de Berlin, qui venait d'ouvrir en 1830, hein, on l'a évoqué dans les cours précédents, ce musée de Schinkel qui comporte au premier étage des tableaux et au rez-de-chaussée des sculptures antiques, était aussi un lieu qui accueille des fragments de personnes esclavagisées d'Afrique, envoyées en Amérique, qui seront révoltées et qui reviennent en Europe sous forme de pièces de musée. On ne peut pas mieux expliquer la choséification des êtres humains et la manière qui au XIXe siècle va être de plus en plus violente de mettre à distance ces personnes du continent africain, même si dans l'ouvrage de Chadot, tout le monde y passe. Hein. Il y a aussi un grand nombre de têtes d'Européens, de Caucasiens et autres. En 1838, dans son introduction, dans une lettre qu'il adresse à sa hiérarchie, le directeur de la section ethnographique des musées de Berlin, Léopold von Ledebourg, se regrette qu'il n'y ait pas beaucoup d'objets africains dans ses collections. Nous avons souvent regretté la grande absence d'objets ethnographiques africains, car ce que notre institut possède de ce continent se limite à ce que monsieur le professeur Ehrenberg a rapporté d'Abyssinie, c'est-à-dire de l'Éthiopie, et on verra pourquoi, et de Nubie, ainsi qu'à quelques pièces acquises dans la région d'Alger ou auprès des Boschimans, Bushmena. Donc en 1838, à Berlin par exemple, et ce sont des exemples qui valent en fait pour l'Europe, hein, vous le comprenez, je suis obligée à chaque fois de prendre des exemples pointus pour que les choses soient bien claires et bien palpables, mais ça vaut, c'est un mouvement qui vaut pour l'Europe. Dans les années 30, on n'a presque rien d'Afrique, et même autour de 1850, quand le musée de Berlin, le musée ethnographique, déménage au Neues Museum et s'installe, vous voyez ici, Sammlung für Völkerkunde, Sammlung für Völkerkunde, donc dans le Neues Museum, où il y a les antiquités égyptiennes, les antiquités romaines, etc., et où vont être désormais ici la Völkerkunde, c'est-à-dire l'ethnographie. Même là, dans les années 1840, on se plaint à Berlin que l'Afrique est très absente. À propos de l'Afrique, ici, dans la section 3, l'auteur, toujours Ledebourg, écrit « Comme cette partie du monde, jusqu'à une époque récente, comme de cette partie du monde jusqu'à une époque récente, seuls les pays côtiers étaient accessibles au trafic, la collection ethnographique ne contient principalement que des objets provenant d'Égypte, de la Côte d'Or et pour la plupart du pays des Cafres. » Le pays des Cafres, c'est l'Afrique du Sud, c'est comme ça qu'on appelait de manière péjorative les Africains d'Afrique du Sud, et du Cap de Bonne-Espérance. Ces derniers temps, des voyageurs entreprenants ont atteint les sources du Nil, d'où quelques objets intéressants ont rejoint notre collection. Vous voyez ici, même les premiers explorateurs, ce qu'ils rapportent, c'est quelques objets seulement, quelques objets intéressants. On n'est pas encore du tout dans ces grandes masses qu'on va découvrir dans les semaines qui viennent. À Paris, la situation est semblable. Vous voyez ici le complexe du Louvre et des Tuileries autour de 1850. Quand on lit les guides de voyage de l'époque, comme le fameux guide de Richard en 1854, on apprend que le Louvre, les musées impériaux du Louvre sont au nombre de 13, et parmi ces 13 musées, je vous passe les 6 premiers, le 7e est le musée naval, ou qu'on appelle aussi le musée de marine, comportant 10 ou 11 salles, et le musée ethnographique à l'extrémité du musée naval. Les autres musées sont ailleurs dans l'espace, et si on regarde les plans de cette époque, on voit bien que le long de la rue de Rivoli, ici, dans cette aile autour de la cour du Louvre, se trouve le musée de marine, toutes les 11 salles du musée de marine, et au bout du musée de marine, qui commence ici, musée de marine, ce musée ethnographique, et à côté, le musée chinois qui continue ici. Donc une petite salle, en fait, appelée musée ethnographique dans ces années-là, dont on a quelques vues extrêmement rares. Vous en voyez une ici, qui représente donc ces salles du Louvre avec des trophées de flèches, d'armes qui sont placées de manière plutôt décorative, avec mêlées à des maquettes de bateaux, puisque toutes ces collections ethnographiques arrivent par des bateaux. C'est ça la logique, de mettre un musée ethnographique avec le musée naval, c'est que ces pièces arrivent avec les bateaux, arrivent avec le commerce, c'est la logique initiale. Et pour les visiteurs, la différence entre le musée ethnographique, le musée chinois et le musée naval n'est pas du tout claire. Si on regarde ce même guide de voyage que j'évoquais, on voit qu'il est question du musée naval situé dans l'aile orientale du Louvre, etc. Musée ethnologique, il est situé à l'extrémité du musée naval et renferme une foule d'objets curieux relatifs aux mœurs et aux usages des peuples, et particulièrement des Chinois. Donc là encore, la présence de l'Afrique est quasiment
inexistantes. On trouve le même phénomène à Londres, où dans ces années-là, les salles ethnographiques c'est le numéro 3 ici, sont placées dans un espace assez restreint, et c'est seulement une génération plus tard, ou plusieurs décennies plus tard, qu'elles vont échanger avec les salles de zoologie qui vont déménager du British Museum vers le milieu du 19e siècle et faire de la place pour les collections ethnographiques. On y reviendra. Deuxième volet, enfin, le consentement. On a fait ce grand bond historique, là on a essayé de regarder comment les collections avaient évolué au XVIIe et XVIIIe siècle et comment elles avaient accueilli ou non des objets extra-européens. Elles en accueillent, oui, mais pas ou très peu d'objets africains. La question du consentement, c'est aussi la question des gestes de l'appropriation et la question qui se pose pour nous tous qui nous intéressons à l'histoire des collections, c'est de savoir comment les pièces qui vont progressivement, avec l'exploration de l'Afrique, arriver dans nos collections, comment elles ont été prises et qu'est-ce qu'on peut en savoir aujourd'hui, plusieurs 100 ans, 150 ans plus tard. Alors, d'abord, autour de 1880, on est arrivé là avant Berlin, dans la période qui nous intéresse, vont se multiplier dans les ouvrages scientifiques, dans les atlas, dans l'édition, en fait, dans le business de l'édition, les cartes qui montrent les progrès des explorateurs. On pourrait vraiment faire un cours entier uniquement sur ces cartes, c'est la question sur laquelle a travaillé Pierre Singaravelou, sur le travail des géographes. Ici, vous voyez une très grande carte d'Alexander Zupan qui montre les progrès de la recherche sur l'Afrique, die Fortschritte der Afrika-Forschung, 1788-1888. Et en réalité, on est sur la carte numéro 1 qui nous met jusqu'en 1880, c'est-à-dire exactement à la date qui nous intéresse, à la veille de la conférence de Berlin. On dirait presque un storyboard de film ici, on imagine bien la vidéo qui va avec ce film, qu'on pourrait voir aujourd'hui sur YouTube. On voit l'Afrique avec des zones rouges, marquées en rouge, qui sont les zones connues des Européens. Donc autour de 1780, presque rien, et surtout les régions côtières, à part la région de l'Égypte et du Nil, du Soudan, de la Nubie. Et puis, en avançant, à travers les décennies, on arrive à une situation en 1860, 70, 80 où les parties rouges sont de plus en plus nombreuses, où on voit que l'intérieur de l'Afrique est maintenant peut-être pas connu, mais en tout cas traversé par les voyageurs européens. Je vous montre un peu, j'ai essayé de faire le film là. 1850 donc, et 1880, où presque tout, enfin, où de nombreuses régions de l'intérieur du subcontinent au sud du Sahara maintenant sont désormais connues, avec quelques blancs, comme on les appelle encore sur la carte, notamment la région du Cameroun et du Congo, qui reste très blanche ici, mais on y reviendra. Alors ce type de carte se multiplie, comme je le disais, et elle nous montre l'avancée de ce que les Européens croient avoir comme connaissance sur l'Afrique, ou en tout cas leur avancée physique à l'intérieur de l'Afrique et leur mesure des cartes. Une autre carte remarquable de la même période est une carte qui représente les voyages d'explorateurs sur le continent africain et qui est dotée à droite et à gauche d'un registre alphabétique de tous les explorateurs, tous des hommes bien sûr, qui ont traversé, tous des hommes seuls ici en plus, on a l'impression qu'ils voyagent seuls, qui ont traversé le continent africain d'un côté et de l'autre côté une chronologie de leur entrée dans les différentes région. Le terme, j'ai dit entrée, le terme de l'époque, c'est la pénétration sur le continent africain. Donc vous voyez ici, die wichtigsten Forschungsreisen in Afrika, les voyages de recherche, les voyages d'explorateurs, Forschung, c'est la recherche en Afrique jusqu'à la fin de l'année 1884. Et si on zoome, on trouve à chaque petit trait, alors ces traits rouges et bleus et noirs ne sont pas des fleuves, mais c'est le trajet de ces explorateurs. Certains vous sont bien connus et si on en prend quelques-uns seulement, ils sont extrêmement nombreux par ordre alphabétique, par ordre chronologique. On a Mungo Park, le britannique, à l'ouest de la région de l'Ouest à la fin du XVIIIe, René Caillé, Livingstone bien sûr, Schweinfurt, Georg Schweinfurt sur lequel on reviendra dans un instant, Henry Morton Stanley qui va à la recherche de Livingstone, ou encore Pierre et Jacques et leur équipe Savorgnan de Brazza
à la fin des années 70. Ce ne sont ici que 6 ou 7 exemples sur une foule d'explorateurs qui, tous, à cette époque, d'une part, ont été héroïsés dans nos villes européennes. Vous voyez, je vous montre certains monuments. Celui-ci est un monument pour Mungo Park. Ici, un monument ou la tête d'un monument pour René Caillé, David Livingstone. Il s'agit parfois de monuments qu'on trouve dans plusieurs villes. Donc des personnages qui ont été héroïsés, Stanley, bien sûr, les Allemands, et ici, dans une très belle photographie légendaire de Nadar, Pierre Savorgnan de Brazza, qui pose dans l'atelier de Nadar. On voit bien que le décor est un décor posé, qui pose en costume d'explorateurs. Donc des personnes qui, de leur vivant, se sont présentées comme des explorateurs, se sont mises en scène comme des explorateurs, et que la mémoire collective, notamment par le biais des documents, mais aussi par celle des livres scolaires, etc., a élevé à un niveau de notoriété extrême, y compris jusqu'en Tchécoslovaquie, par exemple, où on trouve une grande vénération du docteur Emil Holub, dont les collections sont en partie à Prague, et qui était lui aussi, on y reviendra, en action en Afrique du Sud au XIXe siècle, avant le moment de la conférence de Berlin. Tous ces voyageurs, tous ces explorateurs qui sont de types différents. Certains sont plutôt des savants, certains autres sont plutôt des aventuriers, certains autres tentent déjà, pour des raisons commerciales, de poser des marques. Certains voyagent à titre individuel, comme René Caillé. Certains autres voyagent déjà avec des sociétés de géographie ou des sociétés d'exploration qui les financent, ou même les États parfois qui les soutiennent. Tous ont publié, tous ou presque, ont publié leurs voyages à leur retour, leurs explorations. Vous voyez ici les voyages de Mungo Park, les 3 volumes du voyage à Tombouctou de Caillé, l'une des éditions, des nombreuses éditions ici en anglais à travers le continent mystérieux, je crois que c'est la traduction française de Stanley, et autres, les 5 volumes de Heinrich Barth, Reisen in Africa, qui restent aujourd'hui encore une bible sur le sujet, qui était plutôt scientifique, et les journaux illustrés qui diffusent ces informations, et les différentes éditions populaires qui popularisent, y compris sur les étiquettes de chocolat, vous les connaissez peut-être, c'est qu'on collectionnait, qui popularisent le nom et les exploits très héroïsés par la littérature et la presse de ces hommes. Alors cette littérature, ce qu'elle permet de faire, si on la lit, si on prend le temps de la lire, elle permet de poser des questions sur nos collections, bizarrement. Et c'est ça qui est très intéressant à faire, c'est de les lire en se posant la question de la place des objets. Est-ce que les objets jouent un rôle dans ces explorations, et si oui, lequel ? La question de quels objets intéressent ces explorateurs, qu'est-ce qu'ils regardent seulement, et qu'est-ce qu'ils dessinent par exemple, et qu'est-ce qu'ils prennent, où se joue la limite entre l'appropriation intellectuelle, description, essayer de comprendre, et l'appropriation matérielle, le moment où on emporte quelque chose. Ils permettent de reconstituer, même si c'est seulement le point de vue des Européens et qu'on n'a pas les 2 points de vue ici, mais permettent de reconstituer les manières, les gestes de l'appropriation. Est-ce que ça se fait dans la violence ? Est-ce que ça se fait dans la douceur ? Est-ce qu'il s'agit de cadeaux, d'échanges, etc. Quand ces pièces matérielles, quand il y a transaction, et elles permettent de poser aussi tout simplement la question de nos musées, parce que parfois on peut établir une connexion directe, un connect direct entre une pièce décrite par Stanley ou par Schweinfurth dans son voyage et des pièces qu'on trouve aujourd'hui dans nos collections européennes. Donc cette littérature qui est considérable n'a jamais été lue comme ça, comme une littérature sur les musées, si on veut, ou sur l'histoire des musées. Et c'est extrêmement intéressant de le faire, mais c'est vraiment aussi un projet sur lequel on pourrait passer des années. Alors j'ai pris quelques extraits seulement pour vous montrer la qualité de ce type d'ouvrage et la qualité d'information, le type d'information qu'on peut en tirer. Je vous montre ici Jean Dybowski, il est un peu tardif pour nos échantillons, c'est un explorateur scientifique, naturaliste, qui a été envoyé vers... Il est déjà dans les années 1880, mais j'ai trouvé qu'il fallait que je commence par lui, parce qu'au début de son voyage, de sa relation de voyage, il était dans la région en Afrique centrale, mais en passant par le Tchad, et il dit au début de sa relation de voyage « Je n'entreprendrai pas de décrire ou d'indiquer même, en une liste détaillée, les objets de toutes sortes que j'emportais avec moi. L'énumération en serait fastidieuse, et je dois me contenter de mentionner les principaux dont je fis l'acquisition,
en me basant sur les renseignements que je pus recueillir de tous côtés par les indications obligeantes des maisons de commerce ou par la lecture de relations de voyage. On comprend qu'avant même le voyage, une des choses qui obsède tous les voyageurs ou qui les intéresse ou qui les préoccupe, c'est de composer la liste, les ballots d'objets qu'ils vont prendre avec eux. On comprend deux choses avec ça. D'une part, qu'ils lisent beaucoup, il nous le dit ici, il lit les relations de voyage préexistantes, il prend des renseignements auprès des maisons de commerce pour essayer de comprendre ce qu'il faut qu'il apporte avec lui comme type d'objet. D'une part, on comprend ça. Et ce qu'on comprend par ailleurs, c'est que d'abord, ce nombre d'objets est très, très long, ce nombre d'objets est très important, des objets de toutes sortes, d'une part, et que d'autre part, on en déduit qu'il n'est pas seul à transporter tous ces objets, donc tous ces voyageurs, explorateurs héroïsés sur leur statue, là tout seuls avec leur fusée, ou parfois avec un petit enfant noir à côté qui les aide à porter je ne sais quoi. Non, ils se déplacent avec des porteurs, en général, des porteurs qu'ils recrutent et qu'il faut en partie payer, et c'est pourquoi ils emmènent aussi tous ces objets. On continue avec lui. Les étoffes formaient une partie importante des marchandises que j'emportais. Elles étaient de toute nature. Cotonnade blanche, guinée, andrinople, indienne, drap léger, soierie, gaze de soie. Ces trois dernières marchandises étaient particulièrement destinées à la région musulmane que j'espérais atteindre. Le tout formait environ 90 charges. Alors, ici, on apprend d'une part qu'en fonction des régions où il pense aller, il emporte d'autres marchandises. Chaque région, comme il l'apprend par ses lectures, etc., chaque région est prédestinée ou accepte ou prend un certain type de marchandises et pas d'autres. On l'apprend ici. On apprend que le drap, le tissu, est une marchandise importante, c'est la première, et que cela forme 90 charges. Il faut imaginer que les charges sont une charge représente à peu près 30 kilos, qui est le maximum qu'un humain peut porter quand il est porteur, puisque dans cette Afrique et jusqu'aux années 1930, l'automobile, les routes, etc. n'existent pas. Dans de nombreuses régions, les animaux de trait ne résistent pas. Donc ce sont des êtres humains, des hommes, des femmes et parfois des enfants qui portent ces marchandises, et les charges, donc la manière d'emballer ces marchandises doit toujours correspondre à des ballots d'environ 30 kilos pour ceux qui sont parfois à l'aéroport et qui atteignent la limite de bagages qui est à peu près de 30 kilos. C'est resté pareil pour ceux qui les portent ensuite à l'aéroport. Vous savez que 30 kilos, c'est beaucoup. Et ici, donc, on arrive à 90 charges de tissu, par exemple, il faut se représenter que c'est 90 personnes qui vont porter chacune une charge de 30 kilos. J'emportais 30 charges de fil de laiton, lequel, coupé en barrettes de 30 cm de long, accourt dans presque tout le Congo. Puis c'était en proportions variables, de petites glaces de divers modèles, de petites sonnettes en bronze, des couteaux, des cuillères, des gobelets en fer blanc, des sabres d'abattis ou machettes, des boutons, des coris, sortes de coquillages, des perles, etc. Les perles constituent un objet d'échange très important, mais la difficulté de leur choix est réelle, car les unes ont cours en un point et ne trouvent par contre aucune faveur dans une autre localité. Il faut donc emporter surtout un stock important de celles qui sont reconnues bonnes et un assortiment plus faible d'autres variétés que l'on essaiera de faire passer. J'emportais un grand nombre de charges de cette petite perle blanche en porcelaine qui sert à confectionner les couronnes mortuaires en Europe et que l'on appelle rocaille ou bayaka, laquelle, je le savais, jouissait d'une grande faveur dans l'Ubangi. Donc ici, il y a une vraie géographie des objets qu'on emporte pour faire du commerce, pour faire des échanges. On voit bien que l'optique dans laquelle par ce Dybowski, comme tous les autres, c'est simplement un exemple, est de pouvoir négocier, trafiquer, comme ils le disent à l'époque. Quand on regarde dans la formidable base de données de l'Africa Museum, c'est ce musée qui s'appelait autrefois, il a un nouveau nom maintenant, qui s'appelait autrefois le musée du Congo belge, donc c'est le musée de Tervuren. Quand on regarde dans cette base de données et qu'on consulte la partie consacrée aux souvenirs de Henry Morton Stanley, on trouve en effet des collections de perles qu'il a gardées en souvenir. Donc on voit bien que même ces perles-là, ce qu'apportent les Européens en fait en Afrique, fait l'objet d'une muséalisation en Europe aujourd'hui. Vous voyez ici une boîte d'échantillons de perles. En préparant son expédition à la recherche de Livingstone, Stanley apportait une attention particulière à ces perles, etc. Ici, on nous dit que c'est Stanley, mais tous portent une attention particulière aux perles, d'une part, et d'autre part à d'autres valeurs, comme ce fil de cuivre utilisé comme monnaie, qu'on trouve aussi dans la collection de souvenirs de Stanley et en fait, dans les collections de plein d'autres voyageurs. Ici, le British Museum nous montre quelques coris, donc c'était des monnaies
en coquillage très, très, très prisés qu'on trouve dans la collection de Mungo Park. Voilà, donc pour le moment, on a parlé de ce que les Européens apportent avec eux, emportent avec eux et font porter pour eux lorsqu'ils vont en Afrique. Schweinfurth, ici, Georg Schweinfurth, qui est l'un des grands africanistes allemands, berlinois, qui se représente ici, qui se fait représenter de manière héroïque, lui aussi tout seul avec ses cartes et ses collections derrière et bien sûr son précieux fusil. Dans son texte Au cœur de l'Afrique, publié en français en 1875, fait d'abord mentionne le luxe qu'a représenté son voyage parce qu'il n'a pas eu à payer ses porteurs. C'est un riche marchand musulman qui traverse, qui est habitué des routes africaines, qui finance son voyage. Jamais voyageur au centre de l'Afrique ne s'est trouvé dans de pareilles conditions. Jamais jusqu'ici, en pleine terre inconnue, l'Européen n'a disposé, sans bourse déliée, de plus de 40 indigènes, n'ayant autre chose à faire que de l'aider dans ses découvertes ou de se charger de ses collections, et cela dans un pays où l'homme est le seul moyen de transport. On voit donc que ces personnes arrivent, ces explorateurs européens arrivent avec leurs charges, avec leurs valeurs, qu'ils les font porter par d'autres, d'une part, et que ces autres, ces indigènes, enfin, ou ces autochtones qui vont être recrutés sur place, non seulement portent ce que les Européens amènent avec eux, mais ils vont porter aussi ce que certains, ceux qui sont des collectionneurs entre eux, vont accumuler en termes de collection. Donc, on comprend bien que dans ces situations où l'exploration est difficile, les routes n'existent pas encore, il n'y a pas de soutien militaire vraiment très organisé pour ces explorateurs, le fait de collectionner, de transporter des collections est une sorte de luxe. On les voit négocier toujours, est-ce que je garde ma collection, est-ce que je garde plutôt des perles ou ma collection? Parfois les collections tombent à l'eau parce que les porteurs n'ont pas réussi à les maintenir, etc. Il y a une logistique très compliquée de la collection. Vous voyez que Stanley, lui, avait 230 caisses pour 230 charges pour 283 porteurs lors de son second voyage au centre de l'Afrique. Alors, on a l'idée maintenant que ces voyageurs arrivent avec une quantité de marchandises manufacturées, de perles, etc., pour échanger, pour payer leurs porteurs et puis pour échanger sur place et pour acquérir des pièces et autres que de la nourriture. Ce n'est pas forcément le cas et certains vont décrire principalement ce qu'ils voient et décrire notamment d'autres objets. Je voudrais absolument vous montrer ce passage du célèbre récit de Stanley à travers le continent mystérieux où il va à la rencontre du roi Romanica et il décrit le musée, on va y revenir, le musée du roi Romanica. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a en Afrique, dans ces régions d'Afrique que les Européens visitent, une culture que les Européens appellent une culture du musée. En tout cas, il y a une culture de la collection et de la mise en valeur de ces collections. On va le lire ensemble. Les armes et les divers articles de la collection étaient rangés dans un ordre parfait qui témoignait du soin que Romanica prenait de ses trésors. Il y avait là 15 ou 16 canards d'airain ayant des ailes de cuivre, 10 curieux objets du même métal qui, disait-on, représentaient des élans, 10 vaches en cuivre rouge et sans tête, produits d'un art très primitif, puis des serpes en fer d'une excellente facture, plusieurs lames énormes excessivement tranchantes, de 18 pouces de long sur 8 de large, des lances magnifiques, les unes à double lame, les autres à lame et hampes de fer. Quelques-unes de ces hampes étaient en forme de chaîne. Plusieurs avaient un groupe de petits anneaux rigides à la base de la lame et au bout de la tige, etc. etc. Il décrit tout ce musée et ici termine sa description des pièces qu'il voit. Le tabouret royal taillé d'un seul morceau dans un bloc de peuplier était un véritable chef-d'œuvre d'ébénisterie africaine. L'art indigène était encore représenté par des coupes, des gobelets, des tables, des jattes en bois pour le laitage, tout cela d'une merveilleuse propreté. Et ensuite, Stanley, donc on connaît plutôt pour ces scènes de guerre, ces scènes de bataille, les moments où il tue des lions avec son fusil, ou pour les massacres humains qu'il a créés. On le voit ici apporter une attention extrême à des objets qu'il ne prend pas, mais qu'il décrit simplement. Et il décrit la maison de ce roi, Omanaeka, et considère ici qu'il y a une partie qu'il appelle
le musée. C'est intéressant cette observation-là parce que parfois dans les débats actuels, on entend dire que le musée est un modèle européen, que les Européens auraient exporté en Afrique et que les Africains n'avaient aucune idée de musée jusqu'alors. Non, on voit bien qu'il y a des formes de conservation qui existent. Ici, le terme est exporté par l'Européen, mais en tout cas, il existe des formes décrites par Stanley. Donc nous avons le type d'explorateur qui décrit, qui regarde et qui a une attention extrême pour les cultures manufacturées ou pour l'art, l'artisanat africain et pour les armes, comme on l'a vu. On voit dans ces récits de voyage des moments d'achat, de pièces qui vont être achetées ou pas, mais que les explorateurs désirent acheter. Ici encore, Pierre Savorgnan de Brazza, en 1883, toujours dans l'atelier de Nadar, il écrit en 1884 à un correspondant, « Mon cher Antoine », donc il écrit depuis la rive droite du Congo, « Je t'écris ces lignes pour ne pas perdre l'occasion qui m'est offerte de t'envoyer des nouvelles. J'ai eu la bonne fortune d'acheter pour une collection un couteau des plus intéressants. C'est un couteau Niam-Niam. C'est une de ces armes de jet décrites dans le livre de Schweinfurth. Je crois que j'ai eu de la chance de pouvoir l'acheter parce que c'est un de ces couteaux qui ont une grande valeur ethnographique, mais qu'on ne se peut procurer à aucun prix. Dans ce cas, bien malgré moi, je me résigne à n'en prendre que le croquis. Voici l'esquisse de celui dont je t'ai parlé. Il est tout en fer et long d'environ 50 cm. Hors le manche, toutes les parties en sont tranchantes. Ici, on voit donc un explorateur, un collectionneur qui va acheter, qui essaye d'acheter des pièces, et quand il n'arrive pas à les acheter, il s'agit ici encore de ces armes de jet, on en reparlera plus tard, qui étaient des armes, en partie des armes d'apparat, très belles. Donc quand il n'arrive pas à acheter un objet, il le dessine. On est ici aussi dans une forme de consentement. En fait, si l'autre ne veut pas céder son objet, eh bien, on se résigne, comme il l'écrit ici, à le dessiner. On voit dans cette manière d'être en contact avec les cultures matérielles de l'Afrique, de la part de ces Européens de la deuxième moitié du XIXe siècle aussi, des pratiques d'échange. Alors des pratiques d'échange qui marchent ou qui ratent. Souvent, ça rate dans ces récits. Voilà Georg Schweinfurth, que j'évoquais tout à l'heure, qui a donc publié en 2 tomes son récit de voyage au cœur de l'Afrique. Il évoque la rencontre avec un roi. Ils ont besoin, ces explorateurs, du soutien de ces rois pour avancer. Vous comprenez bien qu'ils sont obligés de négocier, ils ne peuvent pas passer par la force. Le lendemain, de très bonne heure, je commençais par aller faire une visite au chef et lui porter un beau présent de perles de verre, d'une qualité et d'un modèle qu'on n'avait pas encore vu dans cette partie de l'Afrique. Donc là, il pense qu'il va faire un sacré effet avec ces perles inconnues. Non seulement je ne reçus pas en échange le moindre cadeau, mais on me fit payer les objets les plus minimes, tels que les patates, les racines de colocase ou la poule dont j'eus besoin. Donc ici, une tentative d'échange, il apporte de belles choses, on ne lui donne rien. Comme je me plaignais de ne pas obtenir gratuitement les denrées les plus vulgaires en retour de mes largesses, il me fut bel et bien fait cette réponse toute africaine, « Si je t'apporte de bonnes choses, ne dois-tu pas les payer ?» Ici, alors, encore, on voit des résistances, on voit des moments où l'échange ne se fait pas. Souvent, il se fait, mais parfois, il ne se fait pas. Et on est dans un rapport, on pourrait dire, d'égal à égal, comme il pourrait avoir lieu entre Européens. Autre exemple d'échec cuisant, celui d'Alfred Marsh, qui a mené 3 voyages dans l'Afrique occidentale qu'il a publié en 1879. Lui aussi, pour rendre propice un roi, il lui donne un rang de fort belles perles rouges très recherchées dans le bas Ogoué. Le roi s'écarte avec ses hommes, tout le monde se consulte et se montre les perles, puis définitivement on vient me les rendre. Les perles rouges, disent-ils, n'ont pas de valeur chez eux. Par conséquent, il faut que je les remplace par des perles noires. Comme je n'en ai pas, je refuse simplement, et tout se termine ainsi. Pas d'usage de la force, on échoue ici puisque l'échange ne peut pas avoir lieu. Mais Marsh, qui collectionne principalement des animaux, enfin des peaux d'animaux qui vont être ensuite empaillés et arriver dans les collections et être mis en scène dans les collections d'histoire naturelle, par exemple, voit un chat. C'est la première fois qu'il voit un chat en Afrique. Sinon, alors pour les animaux qui ne sont pas des animaux domestiques, ces explorateurs n'ont aucun scrupule à les tuer, puisqu'ils n'appartiennent à personne. On les tue, on les prend, les autres les portent, on les fait empailler, etc. Ça, c'est à toutes les pages de ces récits. Mais ici, Alfred Marsh voit un chat. Je vis dans ce village un chat magnifique, le premier et le seul que j'ai aperçu dans la haut de la rivière. Je ne pus l'avoir à aucun prix. On voit que là encore, il renonce à tuer, à prendre ce chat
puisque la résistance de l'autre ou le consentement de l'autre n'est pas donné. Dernier exemple qui va dans la lignée de ce que j'évoquais au début avec Shadow. Schweinfurth, lui, va aussi collectionner de manière très avide des crânes humains. Donc on a vu qu'à partir des années 30, toute l'Europe et un certain type de musées prises dans ses études de physionomie, d'anthropologie, sont à la recherche de crânes les plus nombreux possibles pour faire des études sur les différences entre les races. Et ce Schweinfurth est le premier à chercher beaucoup de crânes. Il trouve ici, à cet endroit de son texte, il trouve un monument, en fait, un lieu où sont accrochés de nombreux crânes animaux et humains et qui sert de lieu de culte dans un village. Il écrit « Je commençais immédiatement mes recherches craniologiques. Dans son zèle à seconder mes désirs, Abdes Samad grimpa aux arbres votifs. » Donc c'est ce lieu de culte, ces arbres votifs. Il les compare dans la page d'avant à des arbres de Noël, avec des crânes à la place des boules. Dans son zèle à seconder mes désirs, Abdes Samad grimpa aux arbres votifs pour me procurer des têtes de chimpanzés, ce qui étonna vivement les indigènes, dont tous les regards étaient fixés sur nous. « Vous avez des masses d'esclaves, s'écriait-il, et vous travaillez de la sorte, vous, de grands chefs. Comment n'êtes-vous pas honteux ?» Il y avait dans ces paroles moitié ironie, moitié reproche pour notre façon peu légale de nous emparer de leurs biens. Mais prenant un air de munificence, je fis de si grande largesse d'anneaux de cuivre que la plus haute considération nous fut bientôt rendue. Ici, on voit quelqu'un s'approprier, donc sans le consentement des populations locales, des objets sacrés, d'une part, et d'autre part, et alors c'est vraiment la vue de l'Européen, il dit que finalement il les achète, finalement il les paye et tout le monde est content. On peut imaginer que si on avait la source contraire, on aurait un autre son de cloche sur ce type de questions, probablement que le fait d'acheter avec de l'argent ou du fil de cuivre des ancêtres ou un lieu de culte n'était absolument pas quelque chose qui pouvait contenter tout le monde, mais ici les sources, dans ce cas précis, nous manquent. Voilà, on a vu différents types d'interactions, différentes manières de s'approprier ou non des objets dans les régions traversées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment certains explorateurs se moquent d'autres explorateurs ou se moquent de leurs pratiques, notamment du collectionnisme. Vous voyez ici celui qu'on a appelé Emin Pacha, qui s'appelle en fait Eduard Schnitzer, un Silésien qui a été longtemps gouverneur de la province égyptienne d'Équatoria sur le Haut-Nil et qui a dû, au moment d'une crise diplomatique et militaire, être sauvé par Stanley. Stanley va à la recherche de ce Emin Pacha et décrit dans un ouvrage qui s'appelle « Dans les ténèbres de l'Afrique, recherche, délivrance et retraite d'Emin Pacha », décrit, une fois qu'il a retrouvé ou délivré ce savant, comment ce savant se comporte. Pendant ces quelques jours, le Pacha n'a pas cessé d'augmenter sa collection ornithologique. Alouettes, merles, pinsons, apivores, plantanophages, oiseaux-soleil, etc. Le Pacha se complaît à collectionner, entre guillemets, on voit bien que le terme de collection, même le terme déjà, est suspect à certains autres, et ici à Stanley, nulle vermine ne lui répugne. J'ai donné l'ordre aux Zanzibarides de lui remettre tout ce qu'ils remarqueront de singulier en fait d'insectes, de reptiles ou de volatiles. Le spectacle de son bonheur sera notre récompense. Chaque matin, Rajab, son secrétaire, furette de droite et de gauche, assassine tout citoyen des airs qu'il peut surprendre, c'est-à-dire tire sur les oiseaux, apporte ses victimes au maître, qui caresse amoureusement la bête morte, puis ordonne avec flegme de l'écorcher. La nuit venue, l'objet a été bourré de coton, et dans un jour ou deux, on l'emballera pour augmenter les trésors du British Museum. Donc, collection zoologique, et qui inspire un certain dégoût en fait à Stanley. Ces collectionneurs me frappent comme appartenant eux-mêmes à une espèce rare. Schweinfurth faisait bouillir les têtes de Mobutu égorgées pour en orner un musée à Berlin. Et en effet, on voit Schweinfurth décrire sa manière de traiter les crânes sur place, si bien que les populations locales croient qu'il les mange, qu'il est carnivore, parce qu'il les fait bouillir dans une marmite. Et d'ailleurs, on se demande qui est le plus anthropophage des deux. Emin se propose d'en faire autant si nous nous colletons avec les Onyouro. Je hasardais l'observation que l'idée est répugnante et déplairait peut-être aux Zanzibaris. Il sourit, tout pour la science. Et ce tout pour la science, et on va finir là-dessus, nous mène aux collections qui sont formées à ce moment-là, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, par ces explorateurs qui sont des collections à la fois zoologiques,
Ici, vous voyez une panthère qui a été peut-être tuée par Pierre Savorgnan de Brazaille, qui se trouve aujourd'hui au musée du Quai Branly. On trouve des quantités d'oiseaux, ici l'un de ceux pris au Congo par M. Brazaille, ici le socle, entre-temps il est au musée Homme d'Histoire Naturelle, mais il a été démonté de son socle, des herbiers, donc de la botanique, ici encore une pièce rapportée du Congo par la mission de Brazza, et puis ces fameux crânes, ces ossements qui sont aujourd'hui conservés ici en France, mais dans tous les musées d'Europe, dans des boîtes, et dont je vous épargne la vue. Donc les objets qui arrivent en général de manière... ce sont des collections complètes, avec de la zoologie, de l'ornithologie, de la botanique, des objets d'ethnographie, et tout ça est ensuite dispersé dans les différentes collections quand ça arrive dans les différentes capitales. À Paris, par exemple, le tout premier numéro que porte, la toute première pièce portée à l'inventaire du musée du Quai Branly actuel, donc dans l'ancêtre du musée du Quai Branly, est une cuillère. Vous voyez qu'elle porte le numéro 71, ce qui veut dire musée du Trocadéro, en fait, musée d'ethnographie, c'est son origine. 1877, l'année où elle a été portée à l'inventaire, 1. Et en 77, le musée du Trocadéro n'existait pas encore, il a été créé en 78, donc c'est vraiment la toute première pièce. Et cette toute première pièce est une cuillère, une grande cuillère en provenance du Gabon, apportée par Alfred Marsh, celui qui n'a pas eu le chat tout à l'heure, que vous voyez ici. Donc ce sont des collections ethnographiques qui comportent des objets d'usage, des armes, des paniers également. Je vous montre ici quelques exemplaires venus de la mission d'Alfred Marsh et qui sont aujourd'hui au musée du Quai Branly, mais aussi ici un grand masque tecké très spectaculaire qui a été rapporté par l'équipe de Pierre Savorgnan de Brazza et qui a été décrite par ses membres, un masque donc rituel, un masque qui sert à des rites et dont Charles de Chavannes, qui était l'explorateur qui était lors de cette mission, qui a rapporté ce masque à Paris, indique dans ses souvenirs, dans ses mémoires, republié tardivement en 1935, mais on parle des années 1880, sous un masque grossier historié de coris et peinturluré, pend une vaste robe à godets qui couvre les pieds. Dans la longue robe qui cache ses pieds, le fétiche masqué exécute des sortes de valses. Il allonge peu à peu en dansant la taille du fétiche qui devient impressionnante. Il allonge ou rentre le cou avec des mouvements de torsion d'un ridicule achevé qu'il conduit parfois jusqu'à raser le sol, cela durant des quarts d'heure au milieu des chants, des cris et du tam-tam. Ici, on voit bien que la description n'est plus une description d'admiration pour la facture ou d'admiration pour ces danses qui sont liées, mais ici le scientifique nous parle d'une cérémonie ridicule et il est vraiment dans une logique de distanciation, même si aujourd'hui, maintenant, plusieurs siècles plus tard, on reconnaît et on connaît mieux les rites liés à cette pièce. Je finis rapidement parce que le temps nous presse en vous montrant quelques autres objets qui ont été dessinés ou publiés ici par Alfred Marsh, qu'on a déjà évoqué, qui est donc le premier à avoir donné sa collection à ce qui est devenu le musée d'ethnographie à Paris, des armes, ustensiles et objets divers rapportés par M. Marsh et donnés au muséum ethnographique, nous dit la légende. Ils sont présentés ici sous forme de trophées et en effet, quand on les compare avec les bases de données remarquables du musée du Quai Branly, on retrouve ces pièces telles qu'elles sont reproduites ici, ou encore ici, mission de M. Marsh sur le fleuve Ogoué, peigne en cuivre et idole de bois recouvert de feuilles de cuivre jaune plaqué. On ne retrouve pas cette pièce-ci, en tout cas je ne l'ai pas retrouvée. En revanche, le peigne en question de cuivre, donc venu de l'actuelle région du Gabon, est exposé. Vous voyez ici qu'il porte lui aussi ce numéro d'inventaire 71-1877-1, c'est-à-dire qu'il fait partie de la première donation au musée et qu'il est arrivé avant Berlin et avant 1877. Tout ça débouche, toute cette énergie de recherche débouche dans les années 1870 sur les premiers ouvrages consacrés explicitement à l'art africain. Ici, Schweinfurt publie en anglais et en allemand en 1875 un Artes Africanae, qui est une description de la production des arts industriels, comme il les appelle, des peuples d'Afrique centrale. Et on trouve dans cet ouvrage des
descriptions très précises et des dessins d'objets à propos desquels Schweinfurth insiste, où il insiste sur le fait qu'il les a vus lui-même et qu'ils sont bien supérieurs donc à ces pièces de musée, puisque les musées, souvent, ne savent absolument pas ce qu'ils ont. Je finis là-dessus. Les musées ethnographiques d'Europe, écrit-il dans l'introduction, donc ici c'est la traduction française de la traduction anglaise, aussi jeunes soient-ils par rapport aux autres institutions scientifiques de notre temps, offrent néanmoins un grand nombre d'objets qui éclairent la vie économique des Africains du centre et dont la compilation et la description selon le plan de la présente publication auraient pu accroître sensiblement la richesse et la portée. Donc, il dit qu'il aurait pu dessiner ce qu'il y avait dans les musées européens, mais l'auteur n'a pas voulu communiquer, n'a voulu parler seulement de ses propres dessins et de sa propre expérience de ces objets, dont l'origine dans les musées est souvent aussi erronée ou inexacte que l'interprétation de leur utilisation. La mauvaise qualité de nombreuses pièces exposées dans ces collections, dans les musées, semblait être une raison supplémentaire d'exclure tout ce qui n'était pas collecté ou observé par l'auteur lui-même. Nous voilà donc au début de l'ethnographie matérielle, de la connaissance des cultures matérielles africaines. Il est 12h05 et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le sujet des musées, de grands musées vides, point d'interrogation. Je vous remercie.